Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir le réseau avec Unity 5.1 ou version supérieure. Alors pourquoi je dis version 5.1? Parce que c'est une version qui vient de sortir il y a très peu de temps et qu'elle nous propose une nouvelle API de réseau qui est tout simplement géniale. Elle est beaucoup plus simple à utiliser que celle d'avant. Donc elle s'appelle UNet et elle va nous permettre par exemple d'automatiquement via un composant de gérer des connexions, le passage par exemple d'une scène offline à une scène online. Elle va nous permettre de faire nos propres tests de latence, elle va nous permettre très facilement d'écrire notre logique réseau. Et vraiment c'est un bonheur. Donc ce que je vous propose de faire avant de démarrer dans Unity, avant de rentrer dans le code, c'est de faire une petite vidéo d'introduction au réseau. Donc parce que quoi qu'il arrive, développer un jeu en réseau, c'est un petit peu plus complexe que développer un jeu solo. Donc il faut quand même des notions de réseau, savoir ce que c'est qu'un client, un host, l'interpolation, etc. La notion d'autorité. Donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est dans la première partie, on va plutôt voir des notions qui sont génériques au réseau, donc client-serveur, etc. Et dans la deuxième partie, on verra un petit peu plus des notions qui concernent UNet, mais qui sont quand même assez génériques pour qu'on puisse en parler dans une vidéo de présentation. Bien évidemment, c'est une série de vidéos qui va être un petit peu plus avancée que les vidéos de base que j'avais déjà faites sur Unity. Donc attention, si vous êtes débutant, je vous recommande vivement de vous prendre la main un petit peu sur le code des fondamentaux, de savoir un petit peu faire de C#, un petit peu de JavaScript, enfin de Unity Script, et de développer au moins 2-3 petits jeux simples avec Unity pour pouvoir bien comprendre le système de GameObject, de components, etc. Donc une fois que vous avez tous ces fondamentaux, vous pouvez venir vous intéresser à la partie réseau, et surtout maintenant ça va être un petit peu plus simple d'approche qu'avant. Donc c'est parti, on va dans un premier temps découvrir la notion de client-serveur. Si vous avez déjà ces notions, ça fait pas de mal d'avoir un petit refresh, un petit récap. Donc la notion de client-serveur, vous avez peut-être déjà entendu ces termes, ça fait peut-être déjà très longtemps que vous les connaissez puisque vous avez fait peut-être des études de réseau, je ne sais pas. En tout cas, c'est un terme qu'on emploie souvent dans le domaine du jeu vidéo, puisque dans le domaine du jeu vidéo multijoueur, puisque souvent on a besoin de se connecter à un serveur pour jouer avec ses amis, par exemple. Donc un serveur, c'est quoi? Un serveur, d'un point de vue complètement basique, c'est une machine, c'est un ordinateur, qui tourne en général dans un local, qui est souvent bien ventilé pour pas qu'il y ait de surchauffe, et c'est une machine, en général, qui n'a pas d'écran, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir d'écran dessus, c'est une machine à laquelle des clients vont se connecter, d'accord, pour faire un échange de données, pour communiquer tout simplement. Alors je vais souvent prendre l'analogie du téléphone dans ces premières slides, parce que le téléphone c'est aussi un moyen de communiquer. Tout comme un client peut communiquer avec un serveur, un téléphone, un combiné numéro A peut appeler un combiné numéro 2 avec un protocole, un certain protocole. Le protocole du téléphone c'est quoi? C'est déjà décrocher le combiné, ensuite taper le numéro de téléphone, attendre que l'autre combiné à l'autre bout du monde ou à l'autre bout, le combiné distant, entre guillemets, va attendre que ce combiné-là sonne, attendre que la personne réponde, décroche donc son combiné, et puis à ce moment-là, il y a une communication qui est établie, et on peut échanger des données. En l'occurrence, ça sera des données de la parole, par exemple. Dans le cas d'un échange sur un réseau, comment ça se passe? C'est les clients qui vont entamer une communication avec le serveur, qui vont se connecter à ce qu'on appelle l'adresse IP du serveur, d'accord? Donc c'est-à-dire que tout comme un téléphone, pour pouvoir appeler un téléphone, vous avez besoin de son numéro. Pour être un client et se connecter à un serveur, vous avez besoin de son adresse IP, c'est-à-dire son adresse, entre guillemets son numéro de téléphone, et ça s'appelle IP parce que c'est Internet Protocol. Donc le protocole d'Internet. Alors vous avez différents protocoles, vous avez le protocole qu'on appelle TCP/IP, vous avez aussi un autre protocole qu'on appelle UDP. Donc le protocole TCP/IP, il va s'assurer que les données qu'un client va envoyer au serveur sont bien arrivées au serveur et sont arrivées dans l'ordre. D'accord. Alors il y a aussi d'autres moyens de communiquer
en réseau, j'ai oublié de le dire, hein, là on parle de client-serveur, mais il y a aussi le peer-to-peer, c'est-à-dire deux clients qui communiquent ensemble, et entre guillemets le rôle du serveur est partagé par les deux clients, mais en général dans le jeu vidéo c'est pas ce qui est utilisé. Donc c'est pour ça que je parle de client-serveur. Donc le protocole TCP/IP, dans notre cas, ça va être tout simplement un protocole qui va s'assurer que le client envoie des données au serveur et qu'elles arrivent dans le bon sens. C'est-à-dire que si je dis ABC, le serveur reçoit bien ABC dans le bon ordre et pas BCA et il les reçoit bien. C'est-à-dire qu'on s'assure que le serveur a bien reçu nos données. Et inversement, quand le serveur envoie des données au client, le serveur s'assure que les données soient bien arrivées dans le bon ordre ABC et soient bien arrivées déjà. Donc ça, c'est un des protocoles, c'est TCP/IP. Vous avez un autre... Alors je résume très très rapidement. Et vous avez un autre protocole qui s'appelle UDP qui permet en fait d'envoyer des données et en fait on s'en fout complètement de si les données elles arrivent au destinataire, dans quel ordre elles arrivent, l'important c'est que les données soient envoyées. Et en général ça c'est utilisé dans les jeux vidéo pour par exemple envoyer des notions de position, de déplacement de personnage parce que bon, si à un moment il y a un paquet qui se perd, alors ce qu'on appelle un paquet c'est un ensemble de données, hein, pour faire simple. Si à un moment il y a un paquet qui se perd, bon bah c'est pas grave, de toute façon dans 10 millisecondes plus tard, il y a un nouveau paquet qui va arriver avec la nouvelle position du personnage, on aura un petit saut mais qui est pas forcément gênant. Donc voilà, donc ça c'est les deux protocoles différents. Donc je résume, hein, c'est une vue d'ensemble très très rapide parce que j'ai pas envie de passer beaucoup de temps dessus. Et surtout, c'est bien abstrait dans Unity, donc c'est juste pour vous informer un petit peu concernant avoir une vision globale du moins du réseau. Donc voilà, ça c'est la notion de client-serveur. Donc, dans un jeu vidéo, on va zoomer un petit peu sur deux clients, donc on va avoir le client de droite et le client de gauche, et au centre, on va avoir le serveur, d'accord, qui fait le rôle d'intermédiaire de la communication, comme vous l'avez compris. Donc le client de droite ici, sur son écran, il y a un jeu qui est lancé, il y a deux personnages, le vert et le orange. Le vert, c'est celui que le client contrôle, donc quand j'appuie par exemple sur les flèches directionnelles, mon personnage vert, je peux le contrôler, il se déplace. Et à chaque fois que je me déplace, je vais dire au serveur ici, « Eh oh, je me suis déplacé, je suis le client de droite déjà, et je me suis déplacé, j'ai déplacé mon GameObject, donc mon objet ici, mon instance, je l'ai déplacé, par exemple, vers le haut. » Qu'est-ce qui se passe? Le serveur, il va dire à tous les autres clients, donc là, il n'y a qu'un seul client connecté au serveur, mais il va dire à tous les autres clients, « Eh oh, il y a client de droite qui s'est déplacé vers le haut. » D'accord? Donc, qu'est-ce que va faire le client de gauche? Ici, il va updater la représentation du client de droite, qui est précisé ici en orange. Il va déplacer, donc, avec les données qu'il aura reçues du serveur, la représentation du client de droite qu'il a fait sur son propre écran. D'accord? Il faut savoir que le client de gauche ici ne contrôle pas avec les flèches directionnelles la représentation du client de droite, bien évidemment. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous créez un serveur? Vous créez un serveur, enfin vous lancez un serveur, vous allez automatiquement avoir un client qui va se connecter, enfin vous allez, pardon, avoir un client qui va se connecter dessus, il va avoir sa propre instance qu'il peut contrôler, d'accord? Et quand un autre client se connecte, il va avoir aussi sa propre instance qui peut contrôler, mais il va aussi avoir la représentation, donc c'est-à-dire une autre instance aussi, qui va pas pouvoir contrôler, mais qui représente les autres clients, d'accord? C'est comme ça qu'on donne l'impression qu'il y a d'autres joueurs. Évidemment, vous n'avez pas vraiment les mêmes joueurs qui peuvent contrôler les mêmes instances, c'est pas de la magie. Donc il faut un moyen de faire du bluff, entre guillemets, et de recréer les mouvements qu'un autre client fait sur sa propre machine. Et voilà, donc il communique comme ça. Donc c'est le serveur qui s'occupe de dispatcher à chaque fois les informations de chacun des clients. Donc ça c'est le principe du client-serveur, et plus précisément dans le cas d'un jeu avec deux personnages et des déplacements. Donc ça fonctionne pour tous les types d'actions de la même manière. Donc maintenant on va parler de la notion de serveur dédié versus la notion de host. Alors un serveur dédié, c'est un serveur qui est dédié aux développeurs. C'est-à-dire que c'est une machine, donc un ordinateur, que soit est dans le local du développeur, soit qui est dans un autre local à l'autre bout du monde, en Chine, ce que vous voulez, et que le développeur loue, sous-loue en général. Et c'est un serveur, donc c'est-à-dire une machine, un ordinateur, sur lequel vous allez pouvoir installer tout ce que vous voulez. C'est-à-dire si vous voulez installer
un OS, c'est-à-dire Windows Server, ou vous voulez installer Linux, ou vous voulez installer, vous pouvez le faire. C'est votre propre ordinateur, d'accord, sur lequel vous allez pouvoir avoir des logiciels qui tournent dedans. Et ça tombe bien parce que nous, il y a un logiciel qui nous intéresse, ça serait le logiciel qu'on appelle le logiciel serveur. Et ce logiciel serveur, à quoi il va servir? Il va servir à gérer toute la logique de communication dans un jeu, par exemple. Donc c'est bien important de faire de différencier la notion de serveur matériel et de serveur logiciel. Alors, souvent, en réseau, ils font ouais, j'ai lancé un serveur et tout. Faites bien attention au contexte utilisé. Parce que souvent, ça peut être confus pour un débutant. Quand on lui parle de serveur et qu'il ne sait pas très bien dans quel contexte il se situe, bah, il peut être complètement comment dire, perdu. Donc c'est important de bien savoir si on parle de la couche logicielle, donc c'est-à-dire vraiment l'application qui tourne sur l'ordinateur, ou de matériel, c'est-à-dire l'ordinateur en soi, l'ordinateur du serveur. Enfin, le serveur, quoi, l'ordinateur serveur. Donc voilà, et par contre, ce serveur dédié, vous allez avoir tous les droits dessus, c'est-à-dire vous allez avoir le droit de mettre vraiment toutes les applications que vous voulez. Alors il y a des gros studios qui ont leur propre salle de serveur, qui sont des énormes salles avec beaucoup de ventilation pour pas que ça surchauffe, qui ont des racks, c'est-à-dire des espèces de colonnes d'ordinateurs qui sont mis dedans et qui sont connectés et qui tournent et qui moulinent et qui moulinent et qui moulinent et qui sont contrôlés en général par une ligne de commande, par un client qui se connecte au serveur, etc. etc. Enfin bref. Nous, on va pas utiliser cette méthode parce que ça serait un petit peu compliqué. Il n'y a pas... Honnêtement, il y a que les grosses sociétés qui peuvent se le permettre parce que ça coûte assez cher. Soit de louer un serveur, soit d'avoir son propre serveur. Ça coûte en fait à la longue beaucoup plus cher en électricité qu'en matériel en général. Mais nous, on va utiliser plutôt une autre méthode qui est aussi utilisée par pas mal de jeux. L'autre méthode, c'est la notion de host. Alors un host, c'est quoi? C'est tout simplement permettre à un joueur de créer un serveur et d'être à la fois un joueur, un client, sur son propre serveur. Je vous donne un exemple. Vous allez développer un FPS, par exemple, First Person Shooter, et vous allez avoir un menu et vous allez avoir créer serveur. Quand vous cliquerez dessus, en tant que joueur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire office pour tous les autres clients qui vont se connecter au jeu, de serveurs. C'est-à-dire que vous allez aussi gérer les communications entre les autres clients. D'accord? Vous et vous seul. Mais vous allez être aussi votre propre client de votre serveur. C'est ce que j'ai représenté ici. Vous avez donc un ordinateur, d'accord, qui se connecte... un ordinateur et un serveur, d'accord? Donc là, je parle plus de serveur logiciel, d'accord? Donc c'est-à-dire la couche qui s'occupe de gérer la logique. Vous allez être le propre serveur et vous allez être attaché à votre serveur et vous allez être un joueur rattaché à votre propre serveur et vous allez communiquer avec lui. Bon, la différence c'est que vous allez communiquer directement avec votre serveur, alors que les autres clients qui seront connectés à votre jeu, à votre session de jeu, ils seront obligés de passer par le protocole internet puisqu'ils ne seront pas sur votre ordinateur, ils seront à distant. D'accord? D'ailleurs, distant, c'est un terme qu'on utilise souvent dans le réseau, ça se dit aussi remote en anglais. Je vous le donne parce que si vous allez glaner des informations sur le net, vous tomberez souvent sur ce genre de terme. Donc voilà, nous on va utiliser plutôt cette méthode, la méthode de host, c'est-à-dire permettre à un joueur de créer un serveur et de faire en sorte que d'autres joueurs puissent se connecter à ce serveur. Donc c'est utilisé par pas mal de jeux, surtout des jeux indés, puisque ça coûte pas cher évidemment. Mais il faut savoir aussi que ça peut être embêtant si par exemple un des joueurs qui crée un serveur triche, bah du coup, s'il triche sur son serveur, bah, tous les joueurs qui se connecteront, et bah, ils bénéficieront de la même triche et ça peut vite devenir le chaos. Donc voilà, c'est un des avantages. Si vous avez moyen de vous payer un serveur dédié, ça coûte très très cher, je le répète encore une fois de plus, mais il y a beaucoup plus de travail en général à faire au niveau code, donc c'est que vous serez déjà un gros géant du jeu vidéo ou que vous avez beaucoup d'argent à investir là-dedans. Donc, je vais revenir sur une slide, avant de parler de l'interpolation, je vais revenir sur une slide qui est celle-ci. Souvenez-vous, on est des joueurs. Ouh là là. On avait des joueurs deux joueurs qui communiquaient avec deux personnages. Et il faut savoir que on va pas envoyer en permanence toutes les 0,001 millisecondes, on va pas envoyer
notre position, par exemple, quand on se déplace. Quand ce personnage se déplace avec le flash directionnel, il va pas dire en permanence au serveur « je me suis déplacé, je me suis déplacé, je me suis déplacé ». Parce que, franchement, ça prendrait énormément de bande passante et ça ferait une surcharge des données possibles sur le réseau. Donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un rate, c'est-à-dire une cadence, si vous voulez, d'envoi de paquets, d'envoi de données. Donc tous les temps de millisecondes, par exemple, il y a des données qui vont être envoyées depuis un client vers le serveur, et le serveur va envoyer toutes les temps de secondes aux autres clients des données. Donc il y a une sorte de métronome, si vous voulez, qui bam, 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 envoie des données, envoie des données, envoie des données. Bon, alors c'est quand même un temps qui est très très faible, hein, c'est quand même en général autour des 15 millisecondes, ça dépend des paramètres que vous allez mettre de ce paramètre-là, de ce rate-là. Mais c'est quand même pas suffisant pour donner l'impression que le joueur se déplace, par exemple dans notre cas là, se déplace de manière fluide. Par exemple, si toutes les 15 millisecondes j'envoie ma nouvelle position, bah, je vais être là, oula, j'ai cliqué. Je vais me déplacer très rapidement, je vais faire des petits sauts dans l'espace, et c'est pas top. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que quand je reçois en tant que client qui doit représenter l'autre client, d'accord, donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir, entre les deux données que j'aurai reçues de déplacement, de position, pardon, je vais devoir localement, eh bien, simuler une interpolation, c'est-à-dire simuler la fluidité du déplacement, entre guillemets, d'accord. Donc c'est-à-dire je vais recevoir des données qui seront dans le temps espacées par un temps qui peut être gênant pour l'affichage, et moi, localement, je vais interpoler ces deux positions. D'accord? Donc interpoler, comprenez ça par je vais fluidifier le mouvement, si vous voulez, ou fluidifier une valeur, une certaine valeur. Parce que ça fonctionne avec des valeurs, bien évidemment. Donc l'interpolation, comment ça fonctionne? Donc là, j'ai une distance, d'accord, qui est représentée par un point A tout à l'extrémité gauche, d'accord, et un point B à l'extrémité droite. D'accord? Et je veux déplacer, je veux passer du point A au point B, d'accord? Donc ça peut très bien être une valeur, ça peut très bien être par exemple la position en X d'un personnage qui va évoluer du point A au point B, d'accord? Alors une interpolation générale, elle est gérée par ce qu'on appelle un rate, encore une fois, c'est-à-dire une valeur qui va prendre un certain pourcentage entre A et B, d'accord, du point A et B, pour pouvoir faire évoluer donc notre valeur de A à B. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai la position X, donc on verra ça après dans une slide suivante, mais je vais quand même l'introduire ici. Si par exemple je veux me déplacer du point A au point B et que la valeur qui m'intéresse c'est la position en X du personnage, ce qui va se passer c'est que donc, au début je serai avec ma position en X qui sera au point A, d'accord? Le but, je rappelle encore une fois, c'est d'aller au point B, que X est la valeur de la position du point B. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une valeur qui va dire à chaque frame, tu vas me prendre la moitié de cette distance. D'accord? Donc je vais me retrouver à cet endroit-là. Donc je vais me retrouver donc, à 50% de la distance entre A et B. Donc je vais me retrouver ici. D'accord? Donc je serai à 0,5, puisque je vous l'ai dit, c'était des valeurs entre 0 et 1 pour faire évoluer sur de la distance entre A et B. Des valeurs entre A et B. Et à chaque fois, à chaque frame, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 50%, dans cet exemple-là, je vais prendre 50% de la nouvelle distance entre A et B. D'accord? Donc hop, je prends 50%. Et à chaque fois, etc., je prends 50%. Du coup, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais évolué entre A et à peu près B, parce que souvenez-vous, je prends 50% à chaque fois, donc j'atteins jamais réellement la fin. Mais quand je suis très proche de B, de la valeur de B, eh bien, je peux me dire que, ok, j'admets, dans mon code, j'admets que c'est presque B, donc je dis que c'est B. Voilà. Parce qu'évidemment, on n'atteindra jamais, avec l'interprétation, la valeur finale. Du coup, là, j'ai pris un rate de 0,5, donc un pourcentage de 0,5, mais si j'avais pris un pourcentage de 0,3, je serais à peu près là, donc j'aurais coupé à chaque fois la part de gâteau, entre guillemets, si vous voulez, en 0,3, donc c'est là. Donc du coup, ma nouvelle distance, ce serait à peu près ça, donc ce que je marque avec ma souris ici. Donc du coup, après, je reprends... Zut. Du coup, après, je reprends 0,3, donc je me retrouve là, etc., etc. Donc je mettrai un temps beaucoup plus important pour passer de A à B
que si j'avais pris une valeur plus élevée comme 0,5 ou 0,8 ou 0,9. Si par exemple j'avais pris 0,9, bah, je serais passé de A directement à là, et après j'aurais pris 0,9 là, 0,9, 0,9, etc. Et je serais très rapidement passé de A à B. Donc l'interpolation que je vous présente ici, c'est ce qu'on appelle une interpolation linéaire. Il existe d'autres types d'interpolation, spherical par exemple, qui fonctionne avec une sphère, comme vous l'avez deviné probablement. Donc je vais vous montrer un exemple concret. Donc sans l'ERP, qu'est-ce qui se passerait si on recevait des paquets? On est un client par exemple, et on veut représenter un autre joueur qui passe devant nous par exemple. Donc on a créé son instance quand la connexion s'est faite, blablabla. Et le personnage il passe devant nous, et on change sa position avec des paquets de données qu'on reçoit. On ouvre nos paquets, on voit des données, et on voit qu'à T0, c'est-à-dire à 0 millisecondes, la position en X du personnage est à 0. Donc nous, localement, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre personnage qui représente donc l'autre personnage, l'autre client, on le met à X est égal à 0. 15 millisecondes plus tard, on nous dit ok, maintenant la position X, elle est à 4. Bam, on a fait un gros saut quand même, vous voyez. Et à T30, 30 millisecondes, donc 15 millisecondes après, on nous dit maintenant il a une position X de 7. D'accord? Donc vous voyez que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des sauts, puisque le temps d'envoi des paquets est très très court, mais est assez espacé. Donc 15 millisecondes, c'est assez espacé, du coup, pour un envoi de position en permanence. Du coup, on verra des sauts. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que nous, localement, avec une interpolation linéaire, on s'occupe de remplir les positions qui sont entre T0 et T15 et T15 et T30. Bon là, les valeurs que j'ai mises de X sont fausses, hein, parce que c'est pas exactement ce que ferait une interpolation linéaire. Mais pour vous donner une idée, c'est nous on va combler le manque en fait des envois de paquets avec des positions intermédiaires qu'on va calculer avec une interpolation linéaire, et pareil de T15 à 30. Donc nous, on aura, entre guillemets, mimiqué la fluidité du déplacement que l'autre joueur aura forcément sur son écran, l'autre client aura forcément sur son écran, puisqu'il le déplace localement. Voilà. Donc nous, localement, on va aussi représenter les positions manquantes des autres joueurs, de par le fait qu'on n'ait pas assez de paquets envoyés très très rapidement. J'ose espérer qu'un jour, dans un monde, dans une utopie parfaite, on ait des connexions qui soient instantanées et qui prennent pas de bande passante, ce qui n'est pas possible, et qui envoient instantanément des valeurs, des positions, toutes les 0,00001 millisecondes pour avoir à ne pas interpoler. Donc maintenant on va parler de la notion de authoritative. Alors authoritative, ça veut dire quoi? Ça veut dire autorisation. Donc c'est un terme qui signifie, dans un jeu en réseau, qui a le droit de contrôler quoi? Globalement. Donc là, moi j'ai marqué qui a le droit de contrôler le GameObject. Est-ce que c'est le client qui envoie ses modifications au serveur, ou est-ce que c'est le serveur qui envoie ses modifications, qui accepte les modifications d'un client? Donc, je vais vous expliquer avec un exemple simple. Imaginez que vous êtes en train de vous déplacer localement sur votre ordinateur. Vous êtes en train de déplacer un personnage. Vous appuyez sur la touche du haut et ça vous déplace tout de suite. D'accord? Localement, ça vous déplace tout de suite, vous avancez. D'accord? Et ensuite, vous prévenez le serveur, vous lui dites bonjour le serveur, au fait, je me suis déplacé, est-ce que tu peux le dire aux autres clients? Le serveur va le prendre, il va prendre votre info, il va le dire aux autres clients, et les autres clients vont vous updater, votre référence directement, et vous faire avancer. D'accord? Donc ça, c'est quand le client a l'autorisation. Maintenant, quand le serveur a l'autorisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez appuyer sur la touche haute localement, mais vous n'allez pas vous déplacer. Vous allez dire au serveur, j'ai appuyé sur la touche haute, j'aimerais bien me déplacer. Le serveur va vous répondre. Il va vous répondre, oui, tu as le droit de te déplacer, ou non, tu n'as pas le droit de te déplacer. D'accord? Donc si vous répondez oui, super, vous récupérez l'information et vous vous déplacez. L'avantage de faire ça, c'est que c'est le serveur qui a tous les droits. C'est le serveur qui gère la logique complète du jeu. Ça veut dire que toute la logique du jeu est centralisée sur le serveur. Donc ça veut dire que si un client, à un moment, se met à tricher et qui dit j'appuie sur Z, mais en fait, moi j'ai bidouillé mon jeu, et quand j'appuie sur Z, ça me fait plus avancer de 1, ça me fait avancer de 4. Vous le dites au serveur, je veux me déplacer de 4 unités vers l'avant. Enfin, je veux me déplacer vers le haut. Quoi qu'il arrive, le serveur, il vous dira, tu peux te déplacer d'une unité vers le haut. Il vous dira jamais, tu peux te déplacer de 4 unités, puisque vous lui avez envoyé juste votre souhait de vous déplacer vers le haut. Dans le cas où c'est le client qui est autoritaire,
qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si vous appuyez sur Z et que vous avez hacké le jeu, votre client, et que vous appuyez sur Z et que ça vous déplace de 4, vous allez dire au serveur, je me suis déplacé de 4. Vous n'allez pas dire simplement, je veux me déplacer. Donc du coup, le serveur va montrer à tous les autres clients, va dire à tous les autres clients que vous êtes déplacé de 4 unités vers l'avant. Donc voilà, là vous aurez triché. Alors, l'avantage de cette méthode quand même, c'est que c'est simple à mettre en place et qu'il y a une réponse instantanée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous appuyez sur la touche O et que vous vous déplacez d'une unité vers l'avant, c'est instantané, ça se passe localement, et une fois que vous l'avez fait, vous le dites aux autres clients, d'accord? Via le serveur. Par contre, dans le cas où c'est le serveur qui est autoritaire, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que c'est un petit peu plus lent, puisque vous avez appuyé sur Z, vous allez le demander au serveur va vous dire « oui, tu peux te déplacer ». Le temps qu'il se passe tout ça, ça peut prendre du temps, et si vous n'avez pas une très bonne connexion, ça peut vous faire, entre guillemets, laguer. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une réponse directe avec les entrées de votre clavier ou votre souris ou votre joystick ou peu importe, vous n'aurez pas de réponse directe. Ça peut être gênant. Donc il y a certaines actions qui sont en général dans plein de jeux qui sont faites de manière client authoritative et d'autres actions très très importantes qui sont faites sur le serveur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester juste avec du client authoritative, sachant qu'il y a plein de jeux qui s'en foutent complètement de la triche et qui laissent les joueurs skicker entre eux, qui laissent les joueurs déterminer si oui, il y a un mec qui triche, alors on le vire du serveur. Vous avez déjà vu des entre guillemets, hackers sur des jeux en réseau probablement, qui vont à toute vitesse, et c'est pas un problème puisque ça dépend pas du développeur. Vous êtes gentil, vous fournissez juste un jeu qui fonctionne en réseau à partir du moment où il n'y a pas de triche. Donc c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez qu'il y ait de la triche? Enfin, est-ce que vous voulez être très très sécure ou est-ce que vous ne voulez pas être sécure au prix de passer beaucoup plus de temps de développement et d'avoir une architecture réseau un petit peu plus lourde? À vous de voir, nous on utilisera la méthode simple. Alors, le network behavior. Alors là, je vais passer à la deuxième partie, ça va être beaucoup plus centré sur UNet. Donc l'application, l'API, UNet. Alors, UNet nous permet d'avoir une nouvelle classe qui s'appelle Network Behavior, qui hérite de MonoBehavior, donc vous devez déjà connaître normalement. MonoBehavior, c'est tous les scripts héritent de cette... la majorité des scripts Unity héritent de cette classe. Et Network Behavior hérite de MonoBehavior, mais en plus, elle nous offre des tas d'options, des tas de méthodes et des tas de variables, de classes, telles que, par exemple, isServer. isServer va nous permettre de savoir si le script dans lequel on est lancé sur le serveur. C'est-à-dire que quand vous allez lancer un jeu, vous allez avoir des scripts qui sont attachés à des objets, d'accord, et à des GameObjects, et ces GameObjects, et vous allez avoir la possibilité, par ce script, de savoir si l'instance GameObject présente, elle est lancée sur le serveur, ou est-ce qu'elle est lancée depuis un client. D'accord? Donc vous avez isServer, ça vous renvoie false si vous n'êtes pas sur le serveur, et ça vous renvoie true si vous êtes sur le serveur, et inversement, vous avez aussi la possibilité d'utiliser isClients, qui vous permet de savoir si vous êtes lancé sur un client, ou ne pas lancé sur un client. Donc ça, c'est assez pratique pour faire de la logique de jeu en réseau. Vous avez une autre variable qui est assez sympa, qui s'appelle isLocalPlayer, qui permet de savoir si si l'objet sur lequel le script est attaché représente le joueur local, donc le joueur que vous pouvez déplacer, le joueur qui va envoyer des informations au serveur, etc., etc. Donc ça vous permet de faire plein de trucs. Notamment, par exemple, de régler le souci que vous ne déplacez pas les autres personnages, la représentation des autres personnages qui sont les autres clients, en fait. Donc vous allez pouvoir tester. Si vous êtes le joueur local, alors à ce moment-là, je peux me déplacer. D'accord? Si vous n'êtes pas le joueur local, le problème, c'est que... si vous testez pas si vous êtes le joueur local, le problème, c'est que si vous appuyez sur la touche gauche, vous allez déplacer tout le monde. Et ça, c'est un peu embêtant, puisque vous voulez vous déplacer que vous, et faire en sorte que les autres joueurs soient déplacés via les messages que vous allez recevoir depuis le serveur. Donc ça, c'est très important. Vous avez une autre variable qui s'appelle le NetID, qui est très importante dans la gestion de UNet.
qui représente l'identifiant unique d'un objet sur le réseau durant une session. C'est-à-dire une session, c'est quoi? C'est tout simplement une partie. Enfin, c'est tout simplement le fait qu'un serveur soit lancé et que vous pouvez vous connecter dessus. Donc voilà, ça c'est une session. À partir du moment où le serveur est déconnecté, vous n'avez plus de session réseau. D'accord? Donc le NetID, c'est quoi? C'est un identifiant unique qui représente chacun des objets. C'est-à-dire que pour que le UNet fonctionne, que la connexion réseau fonctionne, enfin que le déplacement des objets, etc. fonctionne, il faut que chacun des objets soit marqué uniquement. Et donc c'est comme ça qu'Unity fait référence à tel objet dans la scène, etc. Et qui s'occupe d'updater toutes nos déplacements, nos scripts, machin et compagnie. Donc ça c'est utile. Alors là, bien sûr, je reviens un peu en arrière, bien sûr, j'ai pas fait une liste exhaustive, il y a plein d'autres trucs dans la documentation, mais bon, ça c'est des trucs assez importants, donc je les ai mis là. Alors, syncvar. Syncvar, c'est ce que j'appelle une étiquette, parce que c'est entre crochets, alors je sais pas comment ils appellent ça officiellement, j'ai pas trouvé trop de termes, mais je crois, excusez-moi, c'était un attribut, je crois. Ils appellent ça un attribut. En fait, ça se met soit devant une méthode, enfin un attribut se met soit devant une méthode, soit devant une variable de classe, et c'est entre crochets comme ça. Et donc là, l'attribut syncvar, ou l'étiquette syncvar comme je l'ai appelé, ça permet d'identifier une variable sur le réseau. C'est-à-dire que vous allez avoir un script, et à l'intérieur il y a une variable, par exemple nombre de vies, et cette variable va être actualisée sur le réseau. D'accord? Donc, dès que la variable est modifiée, depuis n'importe quel client, depuis n'importe quel serveur, enfin il n'y en a qu'un, ou depuis le serveur, la variable sera automatiquement actualisée sur tous les scripts des clients qui auront cette variable. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis un client, j'utilise et sur mon joueur, il y a un script qui a une variable synchronisée sur le serveur, je la modifie, automatiquement, le serveur va s'occuper de modifier sur chacun des autres clients cette variable. D'accord? Donc l'actualisation de cette variable se passe à la fin de la frame, c'est-à-dire que si vous êtes en train de calculer une frame, donc une image de votre jeu, et qu'à un moment précis, vous modifiez une variable synchronisée et qu'après vous faites autre chose, quoi qu'il arrive, la synchronisation sur les autres clients, de par le serveur, se fera à la fin de la frame. C'est-à-dire à la fin de la frame, bam, on envoie au serveur, on lui dit « Ok, maintenant tu modifies toutes les variables synchronisées sur tous les autres clients. » Donc cette étiquette ou cet attribut peut avoir un autre paramètre, le paramètre hook. Alors hook, ça va empêcher avant tout l'actualisation de la variable. C'est-à-dire que là, je viens de vous dire il y a un instant que c'était fait automatiquement la synchronisation la modification de la variable sur tous les autres clients. Dès que vous mettez un paramètre hook, ça se fait plus. C'est à vous de le faire manuellement. Mais l'avantage, c'est que vous allez le faire en appelant une fonction. Je vous donne un exemple. Vous synchronisez une variable, vous lui passez le paramètre hook ici est égal à, bon là on va pas mettre notre fonction, mais par exemple est égal à change health, par exemple, changer la vie, par exemple. Ça va automatiquement, à partir du moment où la variable synchronisée va être modifiée par un des clients, ça va automatiquement appeler cette fonction en lui passant en paramètre la nouvelle valeur de cette variable. D'accord? Et vous allez pouvoir, vous, manuellement, dans cette fonction, dans cette méthode, récupérer ce paramètre, modifier la valeur, d'accord? Et aussi faire d'autres choses. Par exemple, dans le cas d'un changement de vie, vous allez pouvoir, je sais pas, faire clignoter votre personnage pour signifier qu'il y a eu un dégât qui a été enlevé, par exemple. Donc ça, c'est vachement pratique. Ça vous permet de vous plus précisément contrôler le changement des variables. Des variables synchronisées. Donc ça, c'est pour l'attribut syncvar. Alors, l'attribut commande. Alors, c'est une nouvelle... de toute façon, tous les attributs là que je vous présente, c'est des trucs qui sont propres à Unet. Hein. Donc, c'est assez pratique. Ça permet donc de marquer une fonction, c'est-à-dire de spécifier qu'une fonction, enfin une méthode, puisqu'on est dans des classes, s'appellera depuis un client sur le serveur. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un client, d'accord? Je suis dans un script d'un client, je marque une commande, une méthode comme une commande. À partir du moment, quoi qu'il arrive depuis ce client, où j'appellerai cette commande, elle ne sera pas exécutée sur le client, elle sera exécutée sur le serveur. C'est-à-dire que c'est le serveur qui va invoquer cette commande, cette méthode, sur tous les autres clients. D'accord? Et ça, c'est super chouette, parce que ça permet de faire plein de trucs. On verra un petit peu par la suite. Donc, une commande est toujours invoquée sur le serveur,
mais c'est les clients qui les appellent. D'accord? Donc la convention, elle veut que l'on préfixe nos noms de méthode par CMD. Alors je ne crois pas que ce soit obligatoire, d'après la documentation, mais voilà, c'est une convention, essayer de la suivre, c'est plutôt bien, et puis ça permet directement de savoir qu'une méthode est marquée comme une commande lorsque vous l'appelez. Donc ça, c'est les attributs, ils sont toujours à mettre avant les entités syntaxiques, que ça soit par exemple une variable ou que ça soit une méthode. Donc maintenant, Client RPC. RPC, ça veut dire quoi? Ça veut dire Remote Procedure Call. Remote, ça veut dire distant. Procédure, bah, c'est le même terme qu'une fonction en fait. Et call, ça veut dire appel. Donc c'est l'appel d'une fonction sur un client distant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir marquer des méthodes qui seront appelées depuis le serveur. D'accord? Attention, c'est bien depuis le serveur sur tous les autres clients. Donc en fait, c'est un peu... je dirais pas l'inverse de la commande, mais enfin, ça se fait à l'inverse, ça se fait de manière inversée. C'est-à-dire que c'est le serveur qui, lui, va appeler directement la méthode sur les autres clients, alors que la commande, c'est le client qui appelle la méthode, mais cette méthode s'invoque depuis le serveur. Donc la convention, elle veut qu'on préfixe ces méthodes par RPC. C'est une convention, encore une fois de plus. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, je crois. C'est pas très précis dans la doc, mais je crois qu'on n'est pas obligé. Alors maintenant, on va parler de Network Server.spawn. Alors spawn, c'est la méthode donc, de la classe Network Server. La classe Network Server, c'est la classe qui s'occupe de gérer, vous vous en doutez, tout ce qui concerne le serveur. Donc c'est assez pratique parce que ça va permettre d'instancier un objet sur le réseau, ou du moins de préciser qu'un objet a été instancié, et ce, sur le réseau. Donc quand on instancie un GameObject dans un jeu, en réseau, il est d'abord créé localement, entre guillemets. Alors je crois que, non, j'ai dit n'importe quoi, là. Il n'est pas créé localement, il est créé dans une commande, excusez-moi. Donc ça veut dire que c'est le serveur, je me suis trompé, hein, c'est pas créé localement. Il est créé, donc il est instancié, et il est instancié dans une commande. D'accord? C'est ce que je précise juste après. Mais d'abord, on va faire simple. Imaginez que vous voulez instancier un projectile dans un jeu de vaisseau, par exemple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez instancier avec la méthode instantiate de la classe, enfin de Unity standard que vous utilisez depuis le début, un préfab. Vous allez stocker dans une variable, d'accord, une référence de cette nouvelle instanciation. Et cette référence, vous allez dire via la méthode spawn que vous allez la mettre en réseau, d'accord, cette instance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serveur va s'occuper de créer une instance de cette nouvelle instance que vous avez instanciée, va s'occuper sur tous les clients d'instancier le même GameObject, d'accord, le même préfab. Et à partir du moment où vous utilisez spawn sur un objet instancié, le Unet s'occupe de garder en mémoire, enfin pas en mémoire, s'occupe de garder sur le réseau la vie de cet objet. C'est-à-dire, si l'objet est détruit, alors à ce moment-là, il sera détruit sur tous les autres clients, c'est-à-dire Unet se charge automatiquement de savoir si un objet est toujours en vie, etc. etc. Donc ça, c'est assez chouette. Du coup, il va falloir utiliser une méthode qui s'appelle commande, c'est-à-dire, enfin qui est marquée comme une commande, pour que le serveur s'occupe, lui, de faire l'instanciation sur tous les autres clients, sur tous les clients, même nous. C'est-à-dire que, c'est pour ça que c'est un peu confus ce que j'ai mis ici, que c'est pas créé localement, puisque nous, on crée l'instance, d'accord? Mais on la crée dans une commande, l'instanciation, d'accord? On crée le GameObject, enfin le préfab, on le crée dans une commande. Et ensuite, une fois qu'on a créé ce GameObject dans une commande, on le fait spawner, d'accord? Et toute cette commande, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle sera invoquée sur le réseau. Sur le serveur. Donc, ça veut dire que le serveur, il va instancier cet objet sur tous les clients, même nous qui avons appelé la commande depuis le client, mais qui sera invoquée sur le serveur. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut attendre que le serveur nous dise instancie ce projectile, même si c'est nous qui appuyons sur barre d'espace et qui voulons lancer un projectile. Puisque, comme je le disais, encore une fois de plus, la commande s'appellera uniquement sur le serveur. S'invoquera uniquement sur le serveur. Les préfabs qui peuvent être instanciés dans votre jeu en ligne, ils doivent être absolument inscrits dans le Network Manager. Le Network Manager, c'est un composant de Unet qui vous permet
de faire plein de trucs, qui vous permet par exemple de déterminer si une scène est en ligne ou si une scène est offline. Par exemple, si vous voulez faire un menu, vous allez pouvoir automatiquement mettre une scène offline et spécifier aussi à ce composant que vous avez une scène online, et vous allez pouvoir, par exemple, du menu, tout simplement, directement passer à la scène online, sans que vous n'ayez rien à faire, c'est-à-dire sans que vous ayez à gérer la connexion, à vous connecter à l'IP, à utiliser le NAT, machin et compagnie. Donc tout ça c'était de l'histoire ancienne. Maintenant avec Unity, c'est très simple. C'est juste un composant visuellement à drag and dropper dans l'interface. Vous pouvez aussi bien évidemment le manipuler, ce composant utiliser toutes les fonctionnalités de ce composant par script. Vous avez la possibilité aussi, bien évidemment, d'utiliser le nouveau système de GUI pour invoquer des commandes, des méthodes de ce composant. Par exemple, créer votre propre interface graphique, qui va, par exemple, créer une connexion, qui va faire plein de trucs. Mais il y a un autre truc important par rapport au spawn, c'est que donc ce network manager, il va s'occuper avant tout il a un espèce de gros tableau, si vous voulez, qui stocke tous les préfabs qui ont potentiellement le droit d'être instanciés dans votre jeu. D'accord ? Si vous ne stockez pas le préfab qui va être instancié dans le jeu, ça ne fonctionnera pas en réseau. Je vous le dis, ce sera tout très simple, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc il faut absolument qu'il sache quel préfab peut être instancié. Donc vous avez un gros tableau et vous allez drag and dropper tous les préfabs qui vont être instanciés. Par exemple, vous allez drag and dropper votre projectile, vous allez drag and dropper, je sais pas, les objets que vous allez lâcher par terre, si c'est un FPS par exemple, vous allez mettre les préfabs des armes que vous allez lâcher par terre, ce genre de choses quoi. Voilà, alors maintenant qu'on a vu un petit peu toute la presse, j'ai pas tout vu passer en revue, ça fait déjà à peu près 42 minutes qu'on tourne dans cette presse, donc ça fait un peu long, donc il y a plein de trucs à voir qui sont spécifiques, il y a la doc qui se remplit petit à petit depuis Unity, parce que je vous l'ai déjà dit, mais Unity 5.1 est sorti il y a très peu de temps, la doc est en train d'être améliorée sur certains points, du coup nous ce qu'on va faire c'est que on n'a pas pu tout voir, mais on va quand même se lancer dans Unity, on va essayer de mettre en réseau un petit jeu, donc on va créer un petit jeu, ça sera pas le gros jeu, ça sera surtout des tests pour vous montrer un petit peu les fonctions, les méthodes et un petit peu les composants de networking. En tout cas, pour cette vidéo, c'est tout, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que vous avez une vision un petit peu plus propre un petit peu plus... comment dire ? Propre, c'est pas le bon terme, je me suis planté. Une version un petit peu plus globale, je vais dire, de la notion de réseau dans un jeu. On a surtout vu là de manière générale des trucs assez agnostiques, c'est-à-dire pas forcément spécifiques à Unity. On a aussi parlé du net, mais bon, ça c'est des choses que vous allez retrouver en général dans l'ensemble des moteurs de jeu qui proposent du réseau. Surtout la notion de client-serveur, de host, etc. En général, on le retrouve dans les autres API. Par contre, avec Unity, il y aura plein de trucs qu'on n'aura pas à faire par rapport à d'autres moteurs de jeu. Sur d'autres moteurs de jeu, vous avez à gérer vos connexions serveurs, réseau, pardon. Vous avez à mettre, des fois, à vérifier le contenu des paquets, machin. Enfin, à la main. Donc, c'est assez embêtant. Là, c'est génial, Unet, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les développeurs Unity. Donc, je fais juste un récap, client-serveur. Donc, vous avez des clients qui sont connectés à un serveur. Le serveur dédié, c'est quand vous êtes une grosse production et que vous avez les moyens de vous payer un serveur par mois ou de vous payer une machine qui tourne en permanence, qui a le logiciel serveur à l'intérieur qui s'occupe de gérer la logique de votre jeu. Le host, c'est ce qu'on va utiliser nous dans la prochaine vidéo. Ça sera donc la possibilité de laisser le choix à un joueur de créer un serveur ou d'être tout simplement un simple client et de se connecter à un serveur. On a parlé d'interpolation. L'interpolation, c'est une manière de fluidifier voilà, on a parlé de position, mais de subdiviser des valeurs pour qu'elles apparaissent plus fluides sur un client local. Ça se passe localement, hein, c'est l'interpolation est gérée localement par les clients. Authoritative, on a vu que c'était une notion de droit, qui a le droit de faire quoi? Est-ce que c'est le serveur? Est-ce que c'est le client? Est-ce que le client est maître de ses actions? Est-ce que le serveur est maître des actions des clients? Network Behavior, on a vu, donc là c'est moins agnostique, là c'est vraiment spécifique à Unet. Network Behavior, on a vu que c'était donc la nouvelle classe proposée par Unity. SyncVar, on a vu que c'était la possibilité de mettre en réseau des variables qui seront automatiquement mises à jour ou alors
par un hook que vous devrez mettre à jour manuellement sur tous les autres clients par le serveur. On a vu les commandes, c'est des méthodes qui sont appelées, qui sont invoquées depuis le serveur, mais qui sont appelées depuis un client. On a vu les RPC. Les RPC, donc c'est des méthodes qui sont appelées depuis le serveur sur les autres clients. On a vu le spawn pour finir, et le spawn, c'est donc la possibilité de mettre des instances, de mettre des GameObjects nouvellement instanciés sur le réseau par le serveur. Donc le serveur va dire ok, cette instance, je l'instancie sur tous les autres clients. Donc voilà la liste des choses qu'on a vues dans cette présentation. Encore une fois de plus, on n'a pas pu tout voir, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle on devrait commencer à découvrir Unet dans la pratique. Ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à vous abonner à la page Facebook, enfin à liker la page Facebook pour avoir des infos, des news concernant les prochains tutos. C'est donc facebook.com/tutoriaux tout apprendre, et la chaîne YouTube, vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez avoir les nouveaux tutos. Sur ce, merci et à bientôt. Ciao ciao.